Donc, quand j'ai vu passer l'appel à communication pour ce colloque, j'ai immédiatement eu envie d'y participer pour évoquer le parcours du père Vincent Schell, qui est un assyriologue, un grand assyriologue français. Alors, je commencerai par retracer ce parcours en parlant de sa formation en particulier. J'insisterai sur sa formation et sa carrière d'orientaliste, avant de m'attacher plus précisément sur la place de la traduction dans sa carrière. Alors, Jean Schell, puisque c'est son nom de naissance, n'était pas particulièrement prédisposé à devenir un grand assyriologue, comme je viens de vous dire qu'il l'a fait, puisqu'il est né en 1858 dans une petite commune du département de la Moselle et dans une famille modeste. Alors, je vous ai fait une petite carte ici, là vous voyez, où est située la commune en question, qui est donc dans le pays qu'on appelle des Trois Frontières, donc juste aux confins de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg, et où l'on parlait en tout cas à l'époque un patois qui s'appelle le platte, hein, aussi connu maintenant comme le francique lorrain. C'est une région de la France qui a été rattachée à l'Allemagne entre mai 1871 et 1918. Je parle de cela parce que je pense que ça a eu une grande importance dans l'existence de Jean-Vincent Schell, en particulier déjà par le fait qu'il était trilingue dès le départ, dès son enfance, hein, parlant le platte, l'allemand enfin le français plutôt d'abord, le platte, le français et l'allemand. Sans compter le fait qu'il s'est assez rapidement familiarisé avec les langues anciennes comme le grec et le latin, puisque à la suite de son frère aîné, il est parti au séminaire de Metz, la ville voisine. C'était très probablement la meilleure façon pour lui de continuer des études, hein, dans les circonstances que je vous ai présentées tout à l'heure. En 1881, après le séminaire, il choisit de rejoindre l'ordre des prêcheurs, également à la suite de son frère Nicolas, de 5 ans son aîné. Et il part quant à lui en noviciat au château de Belmonte en Espagne. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce château qu'a été accueilli à cette époque le noviciat de la province de France qui avait été expulsé à la suite des décrets anti-congrégation de mars 1880. C'est là que Jean devient frère Vincent. J'ai dit tout à l'heure que j'allais insister sur sa formation. Eh bien, il a d'abord eu une formation très approfondie justement dans les couvents dominicains, puisqu'après l'Espagne, donc Belmonte, il s'est rendu en Autriche, au couvent de Volders, ensuite en Corse, au couvent de Corbara, où il a été d'ailleurs ordonné prêtre en 1886. En 1887, à la suite de cette formation approfondie, il est envoyé au couvent Saint-Jacques, rue du Bac à Paris. Pas. Alors, je vous ai fait une petite carte pour vous montrer son périple. Donc, il est parti ici du nord-est de la France pour se rendre ensuite en Espagne, ensuite en Autriche, en Corse et à Paris. Oui, alors à Paris, est-ce que je vous ai parlé de ça? Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. À Paris, parce que après sa formation dans les couvents, donc il se rend à Paris. Et je crois que j'ai loupé voilà. De 1887, donc après sa formation dans les couvents dominicains, il arrive à Paris et il suit à ce moment-là des cours dans plusieurs grandes écoles parisiennes, à savoir l'École pratique des hautes études, la Sorbonne, le Collège de France, l'École du Louvre, hein, toutes les grandes écoles parisiennes. Donc, je passe la carte. À peine sorti diplômé de l'école pratique, il est nommé à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et il part en Égypte où il participe aux fouilles de la nécropole de Thèbes, c'est-à-dire Luxor, hein, comme on l'appelle maintenant. En 1892, il dirige les fouilles des ruines de Sippar, qui est située à une trentaine de kilomètres de Bagdad, hein, qu'on appelle maintenant Abu Aba, en Irak donc. En 1893, il participe à des fouilles en Anatolie centrale, en Turquie donc. À la suite de ce travail de fouilles en Turquie, il se rend à Constantinople où d'une part, il met de l'ordre dans ses propres découvertes, hein, faites en Anatolie centrale, et par ailleurs, il est chargé de dresser le catalogue des antiquités du musée impérial ottoman. Ça va lui prendre plusieurs années, c'est-à-dire que
Je reviendrai tout à l'heure aussi sur son parcours d'enseignant. Pendant les vacances universitaires, il reviendra régulièrement à Constantinople pour continuer ce travail. En 1897, et ça c'est une date importante dans son existence, il est choisi par l'archéologue Jacques de Morgan pour être l'assyriologue épigraphiste de la délégation scientifique française en Perse. L'épigraphiste étant le spécialiste des inscriptions gravées sur toutes sortes de supports, terre cuite, métal, bois, etc. Il va participer à 3 campagnes sur place, donc de ces fouilles. Et puis, il continuera pendant de longues années, en fait, jusqu'à 1939, c'est-à-dire quasiment jusqu'à sa mort, à participer au travail de cette délégation, y compris à partir de 1912, en prenant la direction de toute la partie épigraphie et publication, alors que la partie fouille sera assurée par la direction de la partie fouille sera assurée par Roland de Mecquenem. Une nouvelle petite carte pour vous indiquer ces différents parcours. Donc l'Égypte d'abord, ensuite l'Irak avec Sippar, ensuite la Turquie, Constantinople, et enfin Suse, puisque les fouilles de Perse se passent à Suse. Voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure. En parallèle, le père Vincent Schell a eu une très longue carrière d'enseignement, puisque dès 1895, 5 ans à peine après en être sorti, il est chargé de cours à l'École pratique des hautes études en sciences historiques et philologiques. Il sera nommé directeur adjoint, puis directeur d'études, et enfin titulaire de la chaire d'assyriologie, qu'il occupera jusqu'en 1933. À cette date, il a 75 ans. Il est frappé par la limite d'âge, ce qu'il a, paraît-il, beaucoup regretté. Il aurait bien continué d'enseigner. Bien, j'en viens enfin à la partie sur la traduction, qui, bien sûr, m'a particulièrement intéressée. Et donc, le père Vincent Schell, qui était, comme nous l'avons vu, historien, archéologue, orientaliste, assyriologue, enseignant, était aussi, et je dirais peut-être même surtout, linguiste et traducteur. En effet, il s'est, dès le début de ses études, intéressé à l'écrit. On a vu tout à l'heure qu'il était devenu épigraphiste. Et ses 2 premières publications, alors qu'il était encore étudiant à l'école pratique, sont d'ailleurs des traductions. Vous en avez les titres à l'écran. Je reviendrai tout à l'heure sur la première de ces 2 publications. Alors, je voudrais maintenant évoquer de façon un peu plus pratique ce que représente la traduction, le travail de traduction du père Vincent Schell. Et vous avez ici à l'écran, malheureusement vous ne voyez peut-être pas très bien à cause de la lumière, voilà, ça c'est un de ces textes sources. Ça ne ressemble pas beaucoup à ce que je rencontre dans ma pratique, et je ne pense pas non plus beaucoup à ce sur quoi vous travaillez avec vos étudiants. Il s'agit ici d'une tablette en inscription élamite, donc une tablette cunéiforme. Le cunéiforme, appelé ainsi parce que on verra tout à l'heure des transcriptions formées de clous et de coins, qui a été utilisé pour noter différentes langues, dont l'élamite, mais pas seulement, et qui est généralement syllabique. C'est une écriture syllabique, voire logogrammique, parfois alphabétique, donc ça complique encore la pratique. Et j'en viens d'ailleurs aux difficultés, j'ai déjà commencé à les évoquer. La difficulté première qu'on a peut-être vue tout à l'heure, c'est que déjà il faut disposer d'un original, ou au moins d'une copie de bonne qualité, pour réussir évidemment à déchiffrer, à transcrire, à traduire. Comment faire pour contourner ces difficultés? Eh bien, il y a différentes méthodes qui sont utilisées, pas uniquement par Vincent Schell, mais il les a bien détaillées. En particulier, et là, on en revient à ce qu'on peut faire actuellement, le contexte, le but et la nature du texte. Les analogies avec les systèmes d'une autre langue ancienne plus connue, par exemple le sumérien ou l'acadien, quand on travaille sur l'élamites. L'appui sur des textes rédigés en plusieurs langues. Vous avez peut-être entendu parler des inscriptions de Persépolis, qui étaient à la fois en vieux perse, en élamite et en acadien, donc ce qui permet donc le même texte dans ces 3 langues. Des emprunts,
Par exemple, les Élamites faisaient des emprunts à des termes sémitiques, alors que l'élamite n'est pas une langue sémitique. Et puis enfin, un procédé qui a été beaucoup utilisé par les scientifiques pour percer le mystère de ces langues, le repérage des noms propres, hein, qui permet de resituer. Alors j'en reviens, tout à l'heure je l'avais annoncé, j'en reviens à la première publication du père Vincent Schell, que vous avez ici à l'écran, qui est donc l'inscription assyrienne archaïque de Samsir Aman IV, hein, donc le premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous avez ici à l'écran les premières pages de cette publication. Donc vous voyez très bien comment ça se présente, c'est-à-dire sur la page de gauche, il a en fait déjà des bitextes, hein, avec sur la page de gauche la transcription du texte source et sur la page de droite sa traduction. Bon, on notera au départ sa grande humilité, il commence tout de suite par dire que c'est une traduction littérale, et d'ailleurs à ce propos, si je la retrouve, je vais vous lire la première note, hein, c'est un texte qui est fortement annoté. On verra tout à l'heure la note de la page de gauche ici. Et je vais vous lire maintenant la note de la page de droite, où il précise que dans cette traduction plus littérale que littéraire, la construction des phrases n'est pas toujours conforme à l'ordre analytique, afin de maintenir autant que possible un parallélisme même matériel entre les deux textes. On voit qu'il a choisi une méthode de sourcier et non pas de cibliste, pour reprendre la terminologie. Donc ici, vous avez une vue sur la première note qui est intéressante parce qu'elle montre combien son travail est approfondi et minutieux, hein, puisqu'il explique là que ce premier signe, donc le premier signe cunéiforme que nous voyons ici, a souvent été confondu dans cette inscription avec ce deuxième signe ici. On voit d'ailleurs très bien qu'il manque justement un clou, hein, à cette écriture cunéiforme. Oui. Oui, je crois que j'ai fait une erreur là. Bon, c'est pas très grave, non. Donc, je sais plus où j'en suis. Le père Vincent Schell va donc participer à la délégation scientifique en Perse avec Jacques de Morgan. Et en particulier, son travail est vraiment très intéressant par les traductions qui éclairent l'histoire du pays d'Élam, qui était très peu connue jusque-là. Et puis, je vais en venir plus précisément sur la traduction du Code d'Hammurabi. Alors, une petite précision géographique, hein. Vous voyez en haut la mer Caspienne, en bas le golfe Persique. L'Élam se trouve ici, hein, et donc avec les fouilles de Jacques de Morgan, Vincent Schell va participer aux fouilles de Suse. Et donc il y a 28 volumes, ces Suse vont donner lieu à 28 volumes de mémoire de la délégation, et sur ces 28 volumes, 16 sont vraiment l'œuvre de Vincent Schell. Il a en particulier beaucoup travaillé sur les textes élamites. Je vais prendre un exemple particulier qui n'est pas un texte élamite, mais qui est un texte... Non, je vais me reprendre. En effet, à Suse, dans les fouilles de Jacques de Morgan, une découverte fantastique a été faite pendant la campagne de fouilles 1901-1902. Il s'agit d'un grand bloc, enfin en fait c'est 3 blocs de basalte, hein, qui ont été reconstitués, là vous les voyez tels qu'ils sont au musée du Louvre, qui composent une stèle en 2 parties.
avec en haut est représenté le roi Hammurabi de Babylone et Shamash, la divinité de la justice, et en bas un long texte que le père Vincent Schell a appelé le code d'Hammurabi et qu'il a traduit. Alors le code est rédigé en écriture cunéiforme et en langue acadienne. Hein. C'est-à-dire, parce que voilà, c'est là, je me suis perdue tout à l'heure là-dessus, c'est que je vais revenir peut-être sur la carte, c'est une découverte qui a été faite à Suse, mais c'est un bloc de pierre qui avait été transporté du pays d'Akkad, que l'on voit là. Hein, le pays d'Akkad a été beaucoup en guerre avec le pays d'Élam, et donc cette stèle a été transportée par les Susiens jusque chez eux. Donc le code est rédigé en écriture cunéiforme et en langue acadienne. Le père Schell se met immédiatement au travail et il publie une édition Princeps dès septembre 1902, c'est-à-dire qu'il a décrypté cette stèle en quelques mois. Hein. Et pourtant, elle fait 250 articles, soit près de 3600 lignes. Bon, je n'ai pas résisté à vous montrer d'un peu plus près le haut de la stèle, hein, le roi Hammurabi devant Shamash, le dieu du soleil, et puis un détail de l'écriture qui se trouve en dessous. Que voici donc traduit par le père Schell. C'est la deuxième édition qui est unilingue, uniquement la traduction, alors que la première édition qui est apparue enfin, la première édition comportait les deux côtés. Je voulais quand même vous dire encore une petite... donc, cette stèle est un témoignage exceptionnel de la civilisation mésopotamienne, parce qu'elle énonce des problèmes de droit et d'ordre social, hein, et elle est suivie chaque fois d'une réponse. C'est-à-dire, si quelqu'un fait ceci, il se passera cela, hein, comme on le voit ici, si un homme a incriminé un autre homme, etc. Et ça couvre des sujets de droit pénal et de droit civil, sur la famille, l'esclavage, le droit professionnel, commercial, agricole et administratif. Ça a donc été quelque chose d'exceptionnel, cette découverte. Je vais peut-être passer très rapidement là sur ce que je voulais dire sur l'ordre des prêcheurs. Son appartenance à l'ordre des prêcheurs a été à la fois un grand avantage parce que ça lui a permis de faire bien sûr ses recherches. Ça a aussi été un inconvénient parce que ça n'a pas toujours été facile en France à cette époque-là, en particulier au moment de la loi de séparation des églises et de l'État en décembre 1905. C'est dans ce contexte que se déroule l'incident Schell, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir une chaire au Collège de France, il avait été choisi pour cela par ses pairs, et sa candidature a été refusée par le pouvoir politique. Voilà, je vais m'arrêter là en vous disant, pour conclure, que donc par sa connaissance des langues anciennes et sa grande force de travail, le père Vincent Schell a apporté une contribution inestimable à l'étude de la civilisation mésopotamienne, et à la connaissance des langues acadiennes et élamites. Je citerai donc à l'appui de cela une citation de Béatrice André Salvini, qui est conservateur au Louvre, spécialiste d'assyriologie, et qui a dit donc à propos du père Schell: une vie vouée à l'histoire et à la recherche historique. Ainsi pourrait-on définir en effet la carrière et l'œuvre du père Schell, qui compte plus de 400 publications en fait, hein, à son actif. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci à vous.